Tu veux investir en bourse, mais tu hésites entre le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux indices incontournables pour vous aider à faire le bon choix selon votre profil d'investisseur. C'est parti. Dans un premier temps, on va voir les différences entre le S&P 500 et le Nasdaq 100. En deuxième partie, on va comparer les performances de ces deux actifs. Ensuite, on va voir quel ETF choisir selon son profil et la fiscalité. Et pour finir, une petite conclusion avec quelques conseils pratiques. Première partie, S&P 500 contre le Nasdaq 100. Quelles sont les différences? Bon, c'est vrai que je l'explique souvent, qu'est-ce que le S&P 500, mais je vais le redire dans cette vidéo. Le S&P 500, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses entreprises américaines, dont Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, qui est Google. Dans ce S&P 500, vous avez une large diversification sectorielle, comme la tech, la finance, la santé, l'industrie, et d'autres. Évidemment, pour la volatilité, il est moins volatile parce qu'il y a beaucoup de diversification sectorielle. Pour vous donner un exemple de volatilité, imaginons que le secteur de la finance s'effondre, et bien tout simplement le secteur de la tech, la santé et l'industrie compense cette baisse, cette chute. C'est-à-dire que certes, le S&P 500 va perdre de sa valeur, mais les autres secteurs vont compenser cette chute. Et je vous ai mis quelques exemples d'ETF, comme le SPY, le plus connu, le IVV, etc. Mais ça, on va en parler à la fin de la vidéo. Passons maintenant au Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, qu'est-ce que c'est? C'est les 100 plus grandes entreprises non financières. Globalement, sur ces 100 entreprises, il y a 70% d'entreprises qui sont dans la technologie. Et bien évidemment, comme les 100 entreprises sont globalement dans la technologie, et bien si le secteur de la technologie chute, et bien forcément le Nasdaq perd plus de sa valeur que le S&P 500. Donc il est plus volatile, mais les rendements du coup sont plus élevés. Avec quelques petits exemples d'ETF que je vous ai mis juste en dessous, vous pouvez aller voir, vous renseigner, analyser, voir les performances de ces ETF afin de choisir le vôtre. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous conseiller sur quel ETF vous pouvez choisir selon votre profil. Donc si vous êtes sur un PEA, si vous êtes sur un CTO, etc. En résumé, le S&P 500, ce que vous devez retenir, c'est la diversité et la stabilité. Donc comme on l'a vu avec les différents secteurs, etc. Et pour le Nasdaq 100, c'est la croissance, mais en contrepartie, il y a de la volatilité. On passe maintenant à la partie 2, on va voir les performances de ces actifs, mais surtout quel indice a le meilleur rendement. Et pour analyser la performance de ces deux indices, on va se rendre sur GuruFocus, qui est un outil que j'utilise au quotidien. Donc on se retrouve sur mon PC, sur l'outil GuruFocus que j'utilise quand même souvent, comme je vous l'ai dit. Ça me permet d'analyser les ETF, les performances, de voir les performances, pardon, etc. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo prochainement sur cet outil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car c'est vraiment un outil très puissant. Donc là, il n'y a pas grand chose d'important. On va descendre un petit peu, et là, on a le graphique justement qui différencie les performances du S&P 500 et du Nasdaq 100. Donc comme on peut le voir, le Nasdaq 100 est en vert, donc le 3Q, et on a le SPY qui est le S&P 500 en bleu. Niveau graphique, il n'y a pas photo, on peut voir que le Nasdaq 100 est beaucoup plus performant que le S&P 500. Donc on peut voir que le Nasdaq a commencé à surperformer le S&P 500 à partir de 2017. On peut voir en fait que les mouvements de ces deux actifs-là sont exactement pareil. On peut voir qu'en 2019, petite chute, les deux ont chuté. Pareil pour début 2020. On peut voir qu'il y a eu une baisse, il me semble que c'était le Covid, je ne me rappelle plus la date exactement. Mais je pense que le Covid, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, enfin bref. En tout cas, lorsqu'il y a une chute, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq, les deux baissent. Le graphique, c'est bien, mais les chiffres, c'est mieux. Donc on va descendre un tout petit peu. Et là, on peut voir les performances selon les différentes années. Et là, on va se concentrer sur la deuxième ligne, donc ici, le total annuel return. Donc on va commencer en 2016, donc là on peut voir 12% pour le S&P et 7% pour le Nasdaq. Mais comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, le Nasdaq a commencé à superformer le S&P en 2017. Et là, paf, on voit 2017, 21% pour le S&P et 32% pour le Nasdaq. Bon, 2018, on va passer, il y a moins 4%, moins 0%. Ça n'a pas été une année de folie pour la bourse. 2019, 31% pour le S&P, ce qui est énorme, et quasiment 40% pour le Nasdaq. 2020, pareil, 18% pour le S&P et 48%, donc quasiment 50% pour le Nasdaq, énorme. 2021, ils sont un peu identiques, on est à 28 pour le S&P et le Nasdaq, on est à 27, donc le S&P a superformé de peu le Nasdaq. 2022, moins 18% et le Nasdaq, moins 32%. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, on l'a vu tout à l'heure, le Nasdaq 100 a beaucoup plus de volatilité que le S&P 500, et là on le voit, que ce soit dans les chutes ou dans la performance. Là, on est du coup sur l'année 2022, le S&P moins 18% et le Nasdaq moins 32%. Ensuite, 2023, 26% pour le S&P, 54% pour le Nasdaq. 2024, 24% et 25%. Là, c'est encore une année où ça a été un peu kiff-kiff.
Et là, pour le moment, 2025, on est à moins 5% et moins 7%. Parce qu'en ce moment, c'est un peu tendax sur les marchés US. Donc globalement, je pense que vous l'avez vu, on va pas prendre en compte l'année 2024 et l'année 2021, mais globalement, en fait, il faut se dire que lorsque le S&P 500 performe, le Nasdaq, lui, il fait 10 voire 20% en plus, mais lorsque le S&P chute, et ben forcément, le Nasdaq, lui, chute encore plus. Et ça, du coup, c'est dû à sa volatilité et au fait qu'il n'y a qu'un secteur, entre guillemets, qui est représenté dans le Nasdaq, qui est la technologie. Comparé au Nasdaq, au S&P 500, pardon, où, comme je vous l'ai dit, il y a la finance, la santé, l'industrie, etc. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris, la différence entre ces deux actifs au niveau de la performance. J'espère que l'analyse elle a été claire et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez des vidéos d'explications sur comment fonctionnent les outils comme Guru Focus, mais il y en a plein d'autres comme Just ETF. On se retrouve donc sur le diaporama pour l'analyse des chiffres et on va entre guillemets résumer les chiffres qu'on a vus juste avant. Donc on l'a dit tout à l'heure, le Nasdaq il superforme en hausse mais du coup il est plus volatile. Donc par exemple en 2022 il a eu moins 33%. Au niveau des rendements annuels des actifs, donc sur 20 ans, on a le Nasdaq qui est aux alentours de 17%. Donc le Nasdaq c'est 17-18% par an. Et pour le S&P 500, on est autour de 10%. Donc en général, on dit entre 10 et 12%. Et au niveau de la volatilité, le S&P 500, par exemple en 2018, ça a été sa plus grande chute, ce qui était de moins 56%, pardon. Et pour le Nasdaq, ça a été entre 2000 pardon, et 2002, et on était sur du moins 78%, ce qui est énorme. Mais il faut pas du tout avoir peur parce qu'à chaque chute, à chaque baisse du marché US, même les autres marchés, hein, comme le marché européen, etc., en fait, le marché retrouve toujours son chemin et continue de performer au fil des années. Donc là, maintenant, on va avoir quelques notions pour mieux comprendre les performances et pour mieux analyser et choisir ces ETF. Des notions qui sont importantes. Première notion qui est le CAGR. Je vais pas le dire en anglais parce que sinon je pense que vous allez avoir mal aux oreilles. Le CAGR qui veut dire taux de croissance annuel composé, qui est tout simplement la croissance annuelle d'un actif. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais on est aux alentours de 18% pour le Nasdaq et entre 10 et 12 pour le S&P. La volatilité, très important, donc c'est l'écart type des rendements, c'est-à-dire que plus l'indice est volatile, plus les variations sont fortes, évidemment. Donc en moyenne, sur une année, le S&P il a 15% de volatilité et le Nasdaq 25% de volatilité. Ensuite, on a le drawdown maximal, donc c'est la perte maximale en période de crise. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, moins 56% pour le S&P 500 en 2018 et pour le Nasdaq entre l'année 2000 et 2002, on était à moins 78%. Pour les choses que vous devez retenir, le Nasdaq 100, il offre une meilleure performance annuelle, mais évidemment avec plus de volatilité et de risque. Pour le S&P 500, il est plus stable et donc il est adapté aux investisseurs prudents et sur le long terme. Mais la stratégie qui est possible et que je recommande, c'est vous pouvez combiner ces deux actifs pour avoir plus de stabilité et de performance. Partie numéro 3, quel est le meilleur ETF que vous pouvez choisir selon si vous êtes sur un PEA ou un CTO. Si tu as actuellement un PEA, donc un plan épargne action, donc selon moi, le meilleur S&P 500 disponible sur le PEA est le Amundi S&P 500 UCITS ETF. Donc je vous mets le ISIN, donc le code qui vous permet de ne pas vous tromper lorsque vous achetez un ETF ou une action. Et du coup, pourquoi choisir cette action-là? Pour commencer, les frais, donc les TER, donc c'est les frais de gestion annuelle d'un ETF. Chaque ETF a des frais qui sont généralement autour des 0,15-0,30%. Et c'est des frais qui sont automatiquement prélevés sur vos performances de l'année. Et là, pour le coup, l'ETF Amundi, les frais sont de 0,15%. Donc si tu investis 10 000 euros sur l'ETF Amundi, tous les ans, tu vas être prélevé des frais TER de 15 euros. Méthode de réplication, on est sur du synthétique. Alors, il y en a qui vont me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Il y a deux sortes de réplications. Il y a les réplications synthétiques et les réplications physiques. Alors, pour la réplication physique, l'ETF détient réellement les actions de l'indice. Du coup, forcément, il est plus transparent et c'est plus sûr. Et pour la réplication synthétique, donc l'ETF utilise des produits dérivés, donc on appelle les swaps, qui permet de répliquer l'indice sans forcément acheter d'actions. Du coup, les avantages, c'est que l'indice est plus performant, puisqu'il y a une meilleure fiscalité sur le PEA. Pour rappel, sur le PEA, on paye que 15% d'impôts, contre le CTO, on est à 30%. Mais forcément, il y a un inconvénient, il y a un risque de contrepartie si forcément la banque partenaire fait faillite. Mais sincèrement, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que physique est égal simplicité et sécurité.
et que le synthétique, c'est optimisé pour le PEA, mais avec un petit risque en contrepartie. Pour les dividendes, on est sur du capitalisant. Qu'est-ce qu'un dividende capitalisant? Capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Donc comme ils sont réinvestis automatiquement, vous n'avez pas d'impôt à payer. Et comme ils sont directement réinvestis, il n'y a pas mieux pour l'effet boule de neige du coup des intérêts composés. Donc pour le long terme, c'est idéal. Et on a aussi des ETF distribuants. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais distribuants, les dividendes sont reversés aux actionnaires en cash. En général, c'est tous les trimestres. Donc les dividendes distribuants sont idéaux pour les personnes qui souhaitent un revenu passif tous les mois ou tous les trimestres. Donc si vous optez pour le long terme, il faut que vous vous concentrez sur des actifs, des ETF capitalisants. Et si vous voulez des revenus passifs, sur des dividendes distribuants. Ensuite, pour le meilleur ETF Nasdaq 100, toujours sur le PEA, on a le Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF, donc avec le petit e-sign si vous voulez investir dessus. Au niveau des frais TER, on est à 0,30%. Il faut savoir que généralement, les ETF qui sont synthétiques ont beaucoup plus de frais que les ETF, physiques. Et évidemment, si vous voulez investir sur des ETF qui sont physiques, forcément, il faut investir sur un CTO. Pourquoi choisir ces deux actifs? Eh bien, tout simplement, ils permettent d'investir sur le PEA et du coup de bénéficier d'une meilleure fiscalité avantageuse après 5 ans. Pour ceux qui ne savent pas, quand on ouvre un PEA, on ne peut pas retirer l'argent qu'on investit dessus avant 5 ans. Évidemment, il y a quelques cas à part comme le divorce, la vente de maison, il me semble, et d'autres cas. Mais principalement, il faut vous dire que si vous investissez sur un PEA, pendant 5 ans, vous ne pourrez pas toucher votre argent. Et par contre, après les 5 ans, vous pouvez tout retirer une moitié de votre argent, tout simplement, et vous allez du coup avoir une meilleure fiscalité qui va être seulement de 15%. Et pour le CTO, il n'y a pas de limite de temps pour retirer votre argent, mais dès que vous le retirez, vous devez du coup payer 30% d'impôt. On va donc passer maintenant au compte titre ordinaire, donc au CTO. Et pour le S&P 500, on a le iShare Core S&P 500. Et là, comme vous pouvez le voir, vu que c'est un ETF physique, au niveau des frais TER, on n'est qu'à 0,07%. Donc si vous investissez 10 000 euros, vous payez que 7 euros par an de frais. Au niveau de la réplication, on est sur du physique. Les dividendes, toujours capitalisants. Et l'avantage de cet ETF, c'est qu'il est domicilié en Irlande. C'est-à-dire que vous avez une meilleure fiscalité que les ETF du coup qui sont aux US. Parce que vous n'avez pas de prélèvement à la source de 30%. Et au niveau du Nasdaq, on a le Invesco Nasdaq 100, donc le fameux EQQQ. Au niveau des frais TER, on est à 0,30%, assez élevé, mais franchement c'est raisonnable, ça va, il ne faut pas vous focaliser sur les frais, vu qu'ils vont clairement être absorbés par la performance de l'ETF chaque année. Mode de réplication, on est toujours sur du physique, et pour les dividendes, on est toujours sur du capitalisant aussi. Et encore une fois, il est domicilié en Irlande, donc meilleur avantage au niveau de la fiscalité. Pourquoi avoir choisi ces ETF? Tout simplement, c'est des ETF physiques, donc ils sont plus transparents et au niveau de la sécurité, c'est mieux. Au niveau de la fiscalité, c'est optimisé grâce à la domiciliation en Irlande. Et comme c'est des ETF qui sont capitalisants, c'est idéal pour les investisseurs long terme et sans restriction. La vidéo touche bientôt à sa fin. On va maintenant conclure cette vidéo. Donc on peut dire que le S&P 500, il est moins volatile, mais il est beaucoup plus stable. Et en revanche, le Nasdaq 100 a plus de performance, mais il est beaucoup plus volatile. Donc la méthode à avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de combiner ces deux ETF pour avoir de la stabilité et de la performance. Et en termes de choix, pour les ETF sur le PEA, comme je vous l'ai dit, pour les ETF synthétiques, on a le Amundi et le Lyxor pour le Nasdaq. Et pour le CTO, on a les ETF physiques. Pour le S&P 500, on a le iShare. Et pour le Nasdaq 100, on a le Invesco. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été clair et vous avez compris la différence entre ces deux ETF. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team PEA ou team CTO. N'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant ou en likant la vidéo. C'était Mathéo. Ciao.